parler. Mais aujourd'hui, nous aurions bien voulu, avec un titre comme celui-là, vraiment vous impliquer dans cette émission. Et nous voulons vous demander de ne pas être passif, de réagir en écoutant, afin que nous ayons tous le même entendement. Parce que un titre comme celui-là, le Congolais doit changer. S'il ne vous interpelle pas, c'est la catastrophe. Puisqu'il vous interpelle, donc, essayez de réagir par rapport aux propos que nous tiendrons pour les compléter, pour les consolider et pour la mise en commun de tout ce que nous allons dire, puisque notre avenir en dépend. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Je vous présente tout de suite mes invités, avec tout de suite à ma droite, Monsieur Mobimba Ashimba. Monsieur Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kibambi Chintois. Oui, mais je voudrais quand même faire une remarque. Moi, je ne connaissais pas le nom et le prénom de mon ami. C'est lui qui m'avait présenté son nom et prénom comme étant Cyril Mobimba. Maintenant, quand je l'appelle Cyril, il ne veut pas. Non, Cyril, c'était sur des papiers comme ça. Mais moi, je n'ai plus jamais utilisé Cyril parce que même quand j'étais baptisé, mon prénom était Miembe, que je garde encore. Ok, gardez ça pour vous. Mais Cyril, c'était un Ashimba, Mobimba Ashimba. Je suis authentique. Justin Magala, maître Justin Magala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Monsieur Norbert Yamba Yamba, je rappelle que vous êtes économiste. Bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Kibambi. À Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. À notre économiste. Alors, donc, le Congolais doit changer. Je me souviens que tous les trois, vous avez reçu des devoirs à domicile, que vous allez essayer de résumer pour nos téléspectateurs très rapidement. Norbert Yamba Yamba, vous parliez de l'esprit congolais. Le Congolais doit changer. Si le Congolais change, c'est que très clairement, le Congo va changer. Il me semble qu'il se pose un problème de l'authenticité du Congolais qui doit changer. Parce que généralement, lorsqu'on veut impacter le changement d'une société, il faut donc avoir la base, il faut donc avoir la fondation, il faut donc être en mesure d'avoir une pensée autonome. La pensée autonome, on l'acquiert par la disponibilité de son esprit. Parce que dans l'être humain, il y a d'une part le corps et l'esprit. Quand quelqu'un meurt, vous voyez le corps reste et l'esprit s'en va. Donc c'est l'esprit qui vivifie l'homme. S'il n'y a pas d'esprit, vous n'avez aucune capacité de mobilisation, de mobilité, ni aucune capacité véritablement de transformation. Si on tient véritablement que notre société change, on doit véritablement entretenir notre esprit. Il me semble que, avec les contacts que nous avons eus avec les étrangers, etc., nous avons été, j'allais dire, piégés au point de croire que notre esprit n'était pas utile dans la transformation de notre société. Et qu'il fallait substituer notre esprit à ce qui est venu de l'extérieur. Au travers la religion, nous l'avons dit, au travers l'école que nous avons reçue, au travers les institutions qu'il faut mettre en place, au travers le média, les écoles ésotériques, etc. Et donc, nous avons perdu notre esprit. Et c'est comme ça que nous avons tendance à dire que pour être vigilant, pour être capable de transformer, il faudrait qu'il y ait l'esprit disponible. Et c'est comme ça que l'énergie débordante qui gouverne le monde, ce qu'on appelle l'intelligence universelle infinie, que d'aucuns considèrent comme Dieu, a organisé chaque espace avec des hommes qui ont leur esprit, mais aussi avec l'environnement qui ont des esprits. Et donc la transformation de la société, c'est donc l'interaction entre l'esprit des hommes et les esprits de l'environnement. Quand il n'y a pas de connexion entre l'esprit des hommes et les esprits de cet environnement qui inspire l'esprit des hommes, et donc vous ne pouvez pas aller nulle part. Pour la compréhension des téléspectateurs,
Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme en 2 mots? Bon, Vous les confondez là? Non, quand je parle de l'esprit, c'est la dimension, la dimension qui permet à l'homme d'avoir une intuition de surveillance par rapport à lui-même et par rapport à son environnement. Donc cette capacité qu'a l'homme de pouvoir regarder quelque chose et d'avoir une réponse spontanée pour dire que pour que ça change, voilà, on peut faire ceci. Et c'est justement ce qui a permis à beaucoup d'hommes à travers le monde d'être des savants, d'être des personnes qui proposent des innovations. C'est au regard de l'esprit. Alors lorsqu'on n'a pas une pensée unie, une pensée autonome, on n'a pas une spiritualité basique, on est foutu à la merde, et c'est comme ça que nous sommes partis et que nous ne sommes pas véritablement au bout du tunnel. D'accord. Et on n'est pas foutu à la mais enfin... Maître Magala, devoir à domicile, très rapidement. Merci beaucoup. Il parle de principes. Moi, mon devoir, c'était de voir plutôt les conséquences. Et celles-ci, en lisant la Constitution, vous savez que j'aime beaucoup lire la Constitution. Vous êtes un homme de droit. Je me suis rendu compte que les constituants en avaient déjà parlé. Les conséquences de cette perte de l'âme ou de l'esprit congolais, d'être sec que nous devons être, a eu comme conséquence, c'est que les constituants appellent justement, je lis le préambule, il dit, considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Ce sont les conséquences de cette perte de l'esprit congolais. Mais lui-même propose déjà la vision des solutions. Il dit ceci, un peu plus loin, réaffirmant notre droit inaliénable, imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre génie propre. Très bien. C'est important le mot de la fin, selon notre génie propre. C'est-à-dire que tout ceci devrait être résolu par ce que vous l'appelez justement l'esprit, l'identité congolaise. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand un peuple perd tous les repères, il ne reste que la culture. Et quelle est la nôtre? Alors, au lieu de répondre à ces questions ici, nous nous sommes leurrés. C'est-à-dire, nous avons sorti des slogans du genre RDC Lokwa Makassi. Mais quand on dit c'est dans quel secteur nous sommes Makassi là, il n'y a pas. C'est ça la situation qui nous ramène à réfléchir sur la création d'un nouvel homme. Ce nouvel homme-là devrait être comment? Ça devrait être l'homme imbu de sa culture, d'une identité congolaise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peuple qui soit fort par le potentiel. Le peuple n'est fort que par l'instruction, mais véhiculé par sa culture. D'accord. Et c'est là que nous voulons aller. C'est cette vision-là que nous voudrions développer par rapport à la suite de la mission. D'accord. Et Modeste Bounigaba. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par les deux amis. Mais moi, je me suis placé dans un angle où je vois le seul défi que nous avons à relever. Qui vaille la peine. Ce défi, c'est l'appropriation. Comment faire pour effectivement prendre possession de ce pays que Dieu nous a donné? Manifestement, on ne l'a jamais fait. On n'a jamais été propriétaire de ce pays. Il faut donc faire en sorte que ce Congolais qui, de mon point de vue, a encore les yeux fermés, qui n'a pas encore vu cela, qu'il ouvre les yeux pour se rendre compte, d'abord en se regardant, en disant, mais en fait, mais comment? Moi, depuis toutes ces années, je n'avais pas remarqué que ce pays m'appartenait. Ce pays m'appartient et il est en train d'être pillé par des gens qui viennent de tous côtés. Et moi, je suis là, je ne sais pas comment les arrêter. S'il arrive à se poser cette question, c'est qu'il a déjà ouvert les yeux. Et nous, effectivement, nous pensons qu'il y a moyen de le transformer pour qu'il puisse avoir ce regard plus percutant sur lui-même et sur son environnement, donc son pays, de manière à s'organiser différemment et
pour qu'effectivement ils deviennent propriétaires du Congo. Et c'est seulement sur 3 questions. Si le Congolais arrive effectivement à enfin aimer son pays plus que tout, parce que lorsqu'il va le découvrir avec ses yeux nouveaux, il va se rendre compte qu'il ne l'a jamais aimé, sinon il n'aurait pas laissé dépérir comme ça. Quand il va découvrir qu'il ne l'a jamais aimé, qu'il a laissé le pays aller à volo, son premier réflexe va être de comment faire en sorte qu'il soit placé sous la gestion des meilleurs d'entre nous. Parce que lorsque vous avez un patrimoine et que vous voulez le développer, vous allez chercher le meilleur manager qui existe. Donc, nous devons arriver à faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous puissent prétendre nous gouverner. Il faut donc organiser cela, il faut changer le Congolais pour qu'il se rende compte qu'effectivement c'est par là où tout commence. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut que le vote du Congolais ne soit plus bradé comme c'est le cas aujourd'hui contre une bière. Parce que certains, avec une bière, il peut brader son vote, un t-shirt ou même un petit billet. Bon, à un échelon plus élevé, là ce sont des dizaines de milliers de dollars pour se faire élire représentant. Parce qu'on est tous représentants. Donc il faut que le Congolais réfléchisse, surtout l'intellectuel, comment arriver à faire en sorte que seuls les meilleurs d'entre nous, par le vote, parce que le vote doit rester, puissent, troisième point, nous gouverner. Je crois avoir pris les 2 questions ensemble, parce que c'est en fait faire émerger les meilleurs d'entre nous par le vote. Mais un vote plus exigeant que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je me tourne du côté de M. Mobimba Chimba, qui a déjà travaillé sur ce sujet en 1980. Est-ce que vous avez une méthodologie à nous proposer? Il fallait tousser avant, chef. Oui, il fallait tousser, Jean-Pierre. Il prend tout son temps, celui-là. Oui. Non, il y a ceci. Cette question ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Pendant la période de la Deuxième République, il y a ce qu'on appelait la révolution culturelle qui s'opérait. Elle s'appelait la révolution de l'authenticité. Le recours, exactement. Le recours à l'authenticité. Et même à un moment donné, on commençait déjà du retour. Eh bien, l'autorité nationale de l'époque avait demandé à tous les milieux scientifiques, notamment du milieu de l'UNASA, de réfléchir sur ce qui peut être la culture congolaise. Parce qu'on parlait de zaïroise. On disait à l'époque que la culture zaïroise n'existait pas. Il n'existait que des cultures Mongo, culture Nande, Sanga, Tetela et Congo. Mais la culture zaïroise, aujourd'hui congolaise, nous dirons, n'existait pas. Et qu'il fallait un travail pour la bâtir. Parce que nous avons un socle commun. Nous sommes pour la majorité des Bantous et des Adamawa ici et des Tois dans l'espace de l'Afrique centrale et australe. Nous avons la Bantou, Tois et Adamawa. C'est pas beaucoup. Mais donc, nous avons beaucoup de dominateurs communs. Mais il y a beaucoup de choses qui différencient chaque culture de l'autre. De ces choses-là, il y en a qui sont bonnes et d'autres sont mauvaises et peuvent même retarder le développement. Et c'est ce que nous avions appelé en 1980. C'était le terme qui a été créé. Il ne venait pas de l'Académie française, mais qui partait d'ici. On l'avait appelé les antivaleurs. Qu'est-ce que vous avez proposé comme méthode? Mais comme méthode, donc on devait prendre les étudiants, les envoyer, donc ceux qui travaillaient en sociologie, ceux qui étaient en linguistique, ceux qui étaient au moins des sciences qui avaient un rapport avec la société, allaient faire de recherches pour les travaux de fin de cycle au graduat et même des mémoires en licence. Par exemple, ceux qui devaient travailler sur les religions, les proverbes, les langues. Il fallait faire quoi? Sur le système judiciaire traditionnel. Et on allait donc faire ressortir de tout cela quel était... Vous prenez les étudiants, vous en faites quoi? Les étudiants rentrent dans leur milieu traditionnel pour interroger
dans le cadre des enquêtes universitaires de recherche. Quand vous faites une recherche, vous devez aller interroger la base. Ils devaient aller interroger et venir faire des études. À partir de là, les étudiants sont suivis par des enseignants. Les enseignants qui vont, à la fin, dire qu'est-ce qu'il y a après un travail. Au bout de 4 et 5 ans, on avait dit on devait se réunir, voir qu'est-ce qu'il y a de commun dans toutes les tribus, ou toutes les ethnies, ou toutes, je ne sais pas, tous les peuples qui constituent le Congo. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit en matière de ça, voici ce qu'ils font. Ah, ça chez nous, ça se fait, ça ne se fait pas. Et on constitue le socle de la culture congolaise. Maintenant, nous regardons ce qui nous vient de l'extérieur. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme apport innovant? Est-ce qu'il faut prendre la langue française comme apport innovant? Est-ce qu'il faut prendre... il y a également la religion, le christianisme, l'islam qui nous ont apporté. Il y a également de la façon de manger, de nous habiller, de construire nos maisons, tout. Voir qu'est-ce qui est de positif que nous prenons pour ajouter à ce socle, qui est lui-même un socle authentiquement zaïrois, c'est-à-dire il part de notre propre culture. À ce moment-là vient l'apport, le travail d'appropriation, pour dire que moi je me retrouve là-dedans, c'est ce que nous sommes. Et maintenant, c'est ce que nous sommes, ce qui est fait là, est une antivaleur, nous repoussons. Ça, c'est bon, même si ça vient d'autres personnes. Nous prenons ça pour nous, pour enrichir notre culture. Alors, et ce travail-là n'a jamais été fait. On a commencé et c'est parti nulle part. Mais cette démarche, vous pensez aujourd'hui que c'était une bonne méthodologie, une bonne méthode qu'il fallait effectivement suivre? Oui, pour ceci. Parce que, on disait, c'est la culture de nos ancêtres, ce n'est pas les gens qui se sont trouvés à Léopoldville lorsqu'il y a eu l'indépendance ou le bombardement qui la connaissaient. Ce sont ceux qui sont au village. Parce qu'ici, c'était les enfants des anciens combattants et les enfants des boys qui ont fait l'école. Et ils ont eu l'indépendance. Merci pour les enfants de Boy. Oui, mais il faut rentrer parce qu'il n'était pas encore fini. Et en même temps, je vois encore quelqu'un qui, au colloque, qui se lève et dit ceci. Amadou Ampatepa a dit que lorsque un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je vous dis que des bibliothèques sont en train de brûler maintenant. Parce que d'ici 25-50 ans, on n'en aura plus, ça serait difficile. Et c'est maintenant, ça fait plus de 40 ans que nous sommes là. C'est une des raisons qui a fait qu'on y aille. Et la deuxième raison était que il y a quand même si nous sommes la plupart, nous sommes des Bantous, des Adamawa, des Tois, il y a des petites différences, il y a des nuances de comportement. On a donné l'exemple à l'époque, quand quelqu'un meurt ici à Kinshasa, alors vous passez dans la rue dans votre voiture, on sort avec les excréments et les braises, je dis vous donnez l'argent, sinon on va vous salir. On a dit mais ça vient d'où cette histoire-là? Tout le monde un peu s'était gêné, ça a disparu à Kinshasa. Mais on a dit non, ça vient quelque part d'une tribu. J'ai dit voilà les gens d'antivaleurs qu'il faut repousser. D'accord. Voilà. Et de toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé pour illustrer le fait que les bibliothèques, il y a quelques survivants, notamment vous, bien entendu. Non, il y a beaucoup d'autres. Moi, je ne suis un moindre rescapé. Voilà, pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais je vous dis, par exemple, Isia Crispin, Monseigneur Isia Crispin, il y a eu le Kwaïlo Aloma, il n'est plus. Il y a eu Kadima Kamuleta, qui n'est plus là. Je peux citer, mais Luku Samenda, c'est lui qui avait dirigé au fait. D'accord. Moutouza, ils sont plus là. Maître Justin, qu'est-ce que vous pensez? Parce que dans l'émission précédente à laquelle n'avait pas pris part notre ami Mobimba, nous avions cherché à savoir quelle pourrait être la structure. Ce que propose Monsieur Mobimba Chimba, est-ce que vous pensez que ce serait à conseiller comme démarche? Tout à fait. En fait, nous devons revenir aux normes pour notre société. Comment devons-nous vivre? Et si je dois combiner son propos avec ce que disait tantôt M. Modeste, il a raison. Pour qu'on en arrive aux normes, il faut de l'instruction pour que les gens connaissent le pays, c'est l'approprié. Et
s'en suivra alors un changement de mentalité. Mais c'est quoi déjà un changement de mentalité? On doit se poser la question par rapport à l'instruction qu'on veut donner. S'agit-il d'acquérir des nouvelles valeurs, de changer les valeurs qui existent, ou de nous ancrer dans nos traditions? Il faut savoir ce qu'on veut. Et dans la même question, s'agit-il d'éduquer autrement ou d'éduquer plus et mieux? Donc, je prends un exemple bête, je vais même un peu caricaturer. Vous savez, quand nous nous sommes laissés entraîner par des gens qui n'ont pas de forêt, qui n'ont pas de fleuve, nous parler de notre pays. C'est comme ça qu'on en est arrivé à des conclusions du genre, les lions, c'est les rois de la forêt. Et tout le monde a ça en tête, bien que les lions ne peuvent pas vivre en forêt. Donc c'est un mensonge que tout le monde transporte dans sa tête, parce que personne n'a pris le temps de vérifier. Le blanc a dit, ok, c'est bon, on a parlé de rois mages. En lisant toute la Bible, les mages n'ont jamais été rois. Mais ce sont des vérités, des fausses vérités qui nous habitent, et il y en a beaucoup même sur nos pays. Donc prenons le temps de nous instruire, d'instruire la jeunesse par rapport à ces sujets-là, parce qu'on doit savoir ce que nous cherchons. On cherche à être efficace ou on cherche à, comment je dirais, une cohésion avec nos valeurs. Parce que il ne faut pas oublier que le choix de l'éducation est primordial pour un peuple, plus que même les choix du gouvernement. D'accord. Alors, je vais essayer en une minute d'illustrer ça par... écoutez, le 27 mai 1905, le petit Japon a battu la Grande Russie. Et c'était la 4e fois au cours de la même période. Alors, on a essayé de demander aux Japonais, mais ça vous venait d'où cette force-là? Ils disent, non, nous quand on a quitté le fédéralisme, nous avons orienté notre enseignement autrement, fondé sur les valeurs ancestrales. C'est un choix qu'ils ont fait. Dans la même période, l'Allemagne était devenue le sommet des recherches scientifiques en termes de production et tout. Là, mais vous tirez ça d'où? Ils disent, nous avons pris la valeur que nous avions en certitude, c'est-à-dire la discipline militaire. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Nous, quelle est la valeur que nous prenons en premier? La valeur que nous prenons en premier, je crois que tout le monde est d'accord, c'est celle qui a fait la force des autres. Les exemples, vous venez de les donner, les exemples des Japonais, c'est-à-dire essayer de réfléchir comme des Congolais avec notre culture, cramponnés sur les valeurs qui sont les nôtres. Ce serait le meilleur raccourci, je crois. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Norbert Yambemba, merci. Cette méthodologie-là, moi je trouve que elle est assez originale et coûterait moins cher parce que les étudiants sont en train de travailler sur leur avenir pratiquement. Alors les impliquer dans cette recherche qui aiderait tout le monde, qui nous aiderait à avoir notre propre culture, ce serait extraordinaire, non? Oui. S'il y en a une autre, vous proposez. C'est une bonne méthodologie, mais qui ne doit pas s'arrêter là. Comme elle s'est arrêtée, il fallait qu'elle continue. En fait, la collecte, le traitement, la disponibilisation, ça ne suffit pas. Il faut la théorisation. Je voudrais faire remarquer que nous sommes un pays, nous sommes une république. Or, la république, c'est une donne importée. L'Afrique traditionnelle n'a jamais connu la république. Nous érgions des royaumes et chaque royaume était une nation. Et donc, aujourd'hui que nous avons une république, où nous avons plusieurs petites nations, il faut maintenant inventer un autre système de gestion. Et j'ai beaucoup aimé dans la collecte, n'est-ce pas, de ces différentes valeurs, qu'on sache quelles sont les valeurs. Attention, parce qu'en réalité, à un moment donné, on disait, si on veut récolter les valeurs, mais les valeurs sont nombreuses, ça risque de nous embrouiller. Attention. Il y a des valeurs stratégiques qui doivent être à la base de la gestion d'un État. Qui doivent donc être privilégiées. Bien entendu. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il s'agit de gérer la République, nous sommes en train de copier la démocratie occidentale. Personne ne se pose la question, pendant des millénaires,
comment nos ancêtres ont vécu, ont survécu. Quel a été leur type d'organisation? Si on arrive à identifier ce type d'organisation, à ce moment-là, il y aura une répartition des rôles. Nos chercheurs vont réfléchir pour dire, voilà le schéma opératoire par rapport à ce qui a existé à l'époque de nos ancêtres, et nous théorisons pour que cela se généralise de manière que nous puissions véritablement arriver à la notion d'appropriation. Comment nos ancêtres ont survécu pendant des millénaires? Il n'y avait pas de médecine moderne, etc. C'est qu'il y a eu des plantes qui avaient des vertus. Alors, nous partons de ces plantes, nous essayons de réfléchir pour générer des alternatives qui nous permettent de monter des usines. L'exemple que vous venez de donner est très très bon, mais seulement il y a des antivaleurs qui accompagnent cette valeur fondamentale, c'est que nous, on garde pour la famille ces plantes au lieu de les, comment je veux dire, de les propager. Voilà, mais nous sommes en train de construire une dynamique. Très bien. Et donc, on ne va pas rester à l'état zéro. Il y aura des interactions, il y aura nos leaders qui croient véritablement à ces choses-là et qui vont travailler dans la perspective de drainer tout le monde autour de Quand l'appropriation. vous utilisez le futur, on a l'impression que ça va... vous projetez ça trop loin. Non, Mais nous ne serons je plus ne là. projette pas trop loin, mais il faut même le voyage est plus long. Il faut travailler avec le temps. Il faut vraiment travailler avec le temps. Mais ce qui m'embête, je continue à insister. Et j'ai beaucoup aimé la lecture de la Constitution lorsqu'on a parlé du génie propre. Jamais un peuple peut se développer lorsqu'il n'a pas son propre paradigme. Il y a un génie. Regardez, M. Kibambi. Lorsque nos ancêtres vivaient, il y a eu des gens qui étaient spécialisés à faire la chasse. Oui. L'autre la pêche. Les autres la pêche, les agriculteurs, etc. Et Mais dans M. Kibambi, c'était capacité, n'est-ce pas, d'aller en forêt et de maîtriser même des lions et des léopards. Pour des personnes qui n'avaient pas un armement, un outillage correspondant. Mais c'est cet esprit, cette spontanéité de se dire, si par rapport à cette situation, nous pouvons trouver telle réponse. C'est ça la restauration de la spiritualité. Vous avez complètement raison. Je vous complète en vous disant qu'il y avait aussi les culturels. Par exemple, les batteurs de tam-tam. Chez moi, dans mon village, le batteur de tam-tam, quand il est célèbre, eh bien, on l'invite et on envoie des gens pour se rassurer qu'il est effectivement en train de venir. Et les gens partent, ils viennent pour dire il est maintenant dans tel village parce que c'est lui le grand batteur de tam-tam. Ça, c'est culturel. Oui. Quand on a une grande célébration, il faut qu'il soit là. Donc, les tâches étaient effectivement distribuées, les rôles étaient distribués et la société se portait bien. Je vous coupe la parole pour la passer à Modeste Moligaba. Il va aussi nous donner sa réaction par rapport à ce que venait de nous dire M. Mobimba Chimba. Oui, je crois que nous ne pouvons pas ne pas adopter cette démarche qui cherche à faire la synthèse de ce qu'il y a de meilleur dans notre société globale en partant de spécificités qui sont reconnues aux entités précoloniales qu'on avait avant l'arrivée du colonisateur, qui nous a mis ensemble. Mais je retiens que toutes nos sociétés, je n'ai jamais vu de toute ma vie un seul cas où ce n'était pas la méritocratie qui était le socle. Toutes nos sociétés ont évolué sur cette base-là. C'est pour ça que nous avons survécu. Parce que nous avons donc pensé à ce que les meilleurs puissent effectivement être aux commandes. Les meilleurs, c'est qui? Pour vous, le meilleur, c'est qui? C'est l'intellectuel affirmé? Non, parce que je suis en train de parler de l'époque déjà d'avant. Nous partons de là. Nous sommes en train de parler de nos valeurs d'avant même l'arrivée de l'homme blanc. Nous étions des sociétés fondées sur la méritocratie. Ce sont les braves, ce sont les meilleurs qui, effectivement, occupaient les postes de commandement. Sinon, on aurait tous sombré dans... On a connu en France les rois fainéants, etc. Donc nous, dès le début, c'était les meilleurs, même dans la dynastie. C'est-à-dire, on ne va pas prendre n'importe quel fils du chef pour qu'il soit
l'héritier. On prend celui qui semble avoir les capacités. Donc, c'est cette base-là qui, d'après moi, est le socle sur lequel nous pouvons construire un Congo nouveau, selon notre génie propre. Parce que si nous partons du postulat que, déjà à cette époque, on cherchait à faire émerger seulement les meilleurs, transposer à l'échelle nationale, c'est une organisation qu'il faut mettre en place pour qu'effectivement, seuls les meilleurs puissent continuer à émerger. Or, aujourd'hui, si on prend la photographie instantanée de la société congolaise, aujourd'hui, disons hier quand il y a eu élection, on a dit qu'il y avait 80 millions de Congolais, 40 millions d'électeurs. Eh bien, comment faire en sorte que ceux-là qui vont voter, parce que manifestement, ils n'ont pas encore maîtrisé et cerné l'importance de leur acte lorsqu'ils votent, que chaque électeur puisse intérioriser l'importance de son vote. C'est cette organisation que nous devons mettre en place pour ouvrir les yeux à chaque Congolais qu'il réalise qu'effectivement son sort, il croit que ce sont les autres, c'est entre ses mains, mais il ne le sait pas. D'accord. Alors, Mobimba Ashimba, dans cette architecture que vous nous avez proposée, il fallait, je crois, penser aussi à une structure qui devait être organisatrice ou qui devait être moteur ou qui devait surveiller tout ce travail. Absolument, absolument, Jean-Pierre. Moi, je suis très heureux d'entendre ce qui sort de la Constitution, ce que Maître Magala nous a donné là, le génie propre du Congo. Tout doit, le génie propre du Congolais, il doit être à la base. Mais ce génie propre, pour y arriver, je dis, on devait déjà avoir, parce qu'on a manqué en 1980 de l'avoir, une autorité de régulation, une sorte d'académie qui s'occuperait de ces questions authentiques, notamment la culture, notre problème de notre éducation, problème de nos langues. Donc, il faut une autorité de régulation pour voir qu'est-ce que nous devons prendre et auprès de laquelle on fera des suggestions. Et je dis donc que, à côté de cela, il y a des disciplines modernes. À côté de la démarche par des recherches des étudiants, il y a une discipline moderne qu'on appelle la culture d'organisation, ou la culture des organisations, la culture d'entreprise. Cette culture, elle est quoi? C'est l'ensemble de mythes, de rites, de monuments qui caractérisent une organisation. Une organisation, quelle que soit la famille, la province, l'État, une entreprise commerciale, etc. Et cette culture vient d'où? Vient de la nation. La plus grande organisation, c'est la nation. Et cette nation-là influence les individus, influence l'organisation de régions, organisation de groupements, et de l'organisation des entreprises commerciales et de production. C'est la structure administrative. Oui, oui, oui. Qui a ça. Et maintenant, elle va créer, pondre des valeurs. Et elle va montrer le chemin. Qu'est-ce qui est valable pour nous? Et c'est cette autorité de régulation qui a le mandat de réguler la culture congolaise, la culture générale. Bien sûr, j'ai entendu quelque chose de très très beau là-bas. Les valeurs qu'on doit mettre en premier, c'est lesquelles? Il faut parler de ces valeurs-là. Et ces valeurs, ce n'est pas autour du plateau de la télé dont il faut parler. Il faut également des personnes appropriées, des personnes ressources pour s'interroger sur ces questions et avant de le mettre à la portée de tout le monde. Et par exemple, je dis, chez les Pendé, il y avait une société qu'on appelait les Kela, de la société traditionnelle. Kela, ce sont les seules personnes qui pouvaient réfléchir sur des choses qu'on n'a jamais faites. Et on ne le connaissait pas, à peine, on le connaissait à peine. Et ils se réunissaient, une fois que des idées sont sorties, les idées étaient injectées dans la société.
Quand vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud entre Mandela et Desmond Tutu, dans le Ubuntu, ici on commence à chanter quand il y a quelque chose. Ubuntu, ça se fait, le terme n'est pas nouveau. C'est Ubuntu, c'est Muntu. C'est ce que le Bonto, les Banto, le Buntu, le Boboto, Hutu, ça existe ici. C'est le même terme, c'est des Bantu. Mais ce qui a été fait, vérité et réconciliation, ça sort exactement de la tradition bantou pour le faire. Donc il y a beaucoup de choses. La question que Yamba Yamba de nouveau a posée, est-ce que la démocratie, elle réussit où finalement? Parce qu'il y a tout le temps des chamailleries, il y a des morts partout, même en partant des États-Unis, qui est la première démocratie du monde, c'est jamais considéré. Conclusion, je dis, donc on devait commencer à réfléchir. Il y a les Mwami, il y a les Mwadians et d'autres, tout ça. Comment ils ont géré? Parce que c'était des millénaires, pendant des siècles. C'était pendant des siècles. Comment ils ont géré nos espaces? Et comment ils ont survécu? Et par quelle méthode? Oui. C'est là, mais nous laissons de côté. Non, ça fait mal. Bon, Maître Magala, merci au passage de nous avoir rappelé notre constitution, qu'on lit rarement. Merci. Alors, vous avez la parole. Merci. Quelques minutes. Je vais essayer de prendre les sagesses qui viennent de sortir et être un peu plus concret. Parce que la sagesse n'est pas concrète. Tiens. Non, Très je bien. n'ai pas dit ça. Allons-y. Elle est élevée. Voici, je prends un exemple. Quand nous parlons de refaire l'homme congolais, mais on ne peut pas refaire l'homme sans déjà refaire la famille. C'est déjà un problème. Tantôt, il parlait de l'esprit. On ne peut pas avoir une famille où le père est protestant, la maman est catholique, et puis vous ne savez pas, vous priez quoi, vous vous organisez autour de quoi. Mais c'est la liberté, non? Non, mais justement, il n'y a pas de démocratie en famille. Il faut gérer sa famille avec une vision. Donc, il faut une discipline. Si on perd déjà au niveau de la famille, au niveau de la nation, ça sera... Ok. Parce je que vous le conseille. les soucis, c'est quoi? On a créé des déracinés au niveau de la culture. Nous qui sommes de la génération intermédiaire, qui avons connu les sages et qui voyons ce qui se passe maintenant, il n'y a pas d'assises culturelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos enfants, à nous, ils n'ont pas de repères. Ils vont à l'école, ils parlent français et puis ils ne connaissent rien de l'intérieur. Pourtant, les valeurs telles que la production étaient déjà présentes dans nos sociétés ancestrales. À un certain âge, autour de 14 ans, les jeunes garçons étaient déjà formés à être productifs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un motif de dire que on n'est pas universitaire, on ne sait pas. Non, parce que... Aujourd'hui, c'est le jeu des dames. Il y a un problème à ce niveau-là. Le problème, c'est quoi? Il n'y a plus cette formation traditionnelle là, qui apprenait aux gens d'être déjà productifs et de quitter la famille, les toits paternels à un certain âge, autour de 18 ans. Tout le monde se cache derrière l'université. Mais l'université, qu'est-ce qu'elle nous donne? D'expérience, l'université nous a donné des connaissances livresques qui n'exercent que la mémoire. Tel qu'au bout, 6 mois après l'examen, on a tout oublié. On devait changer la façon de procéder, d'instruire. Tantôt, il parlait de la médecine traditionnelle. Mais justement, aujourd'hui, un professeur de médecine ne peut plus se camponner à dire qu'on s'arrête à ce qui est écrit dans les livres. On doit pouvoir laisser la latitude à l'étudiant de développer notre raisonnement. Voici ce qui est dit. Oui, mais avec l'environnement que j'ai ici. Oui, vous savez, Maître Magala, vous faites bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, justement, les médecins veulent protéger leurs acquis, ce qu'ils ont appris. Ils sont jaloux de cela, au lieu d'aller au-delà. Vous l'avez remarqué comme moi, je crois. Mais oui, et c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter, on ne peut plus juste rendre ce qu'on a appris. Il faut qu'on laisse la latitude à l'étudiant, en fait, de corriger sa réflexion. Il dit, c'est que les résultats que vous avez obtenus avec la molécule de pénicilline, moi je sais l'avoir avec le Mutuzo. Parce que je l'ai expérimenté depuis que je suis tout jeune. Et ça doit intégrer la médecine, parce qu'il y a eu des résultats. On a beaucoup de plantes qui ont donné les résultats, mais qu'on est en train d'oublier. Tout à fait. Qu'on est en train d'oublier, ce n'est pas normal. Ben oui, mais c'est pour ça que la médecine chinoise a fait des avancées, parce qu'elle mélange un peu tout, et d'ailleurs le traditionnel est un peu plus important que l'actuel. Oui. C'est ça, justement. L'esprit
ça manque d'esprit, n'est-ce pas? C'est justement ça, parce que lorsqu'on utilise une échelle et que lorsqu'on voit des résultats qui ne sont pas concluants, il faut changer d'échelle. Nous avons mis en place la République, qui du reste est une donne importée. Ça ne donne pas de résultats. Il faut restaurer notre identité culturelle. Et cette identité culturelle doit être reformulée par une spiritualité authentique. Je vous ai donné l'exemple. Je suis à Loboutou. Quand j'ai parti à Bukavu, j'ai trouvé dans un village un guérisseur traditionnel. Il utilisait sa machette pour faire les interventions chirurgicales. Et lorsqu'il termine l'intervention, la plaie est cicatrisée. Immédiatement, la personne prend son sac et rentre à la maison. Je crois vous l'avoir dit, je suis à Kisangani, je fais ma conférence. Les médecins, les pharmaciens me disent c'est de la sorcellerie. Et pourtant, c'est une technologie qui aurait pu être véritablement exploitée. Vérifier d'abord et puis exploiter. Bien entendu, exploiter, vérifier, exploiter et théoriser. Parce qu'en fait, là, il y a des à peu près. Il faut donc une théorie qui se dégage au travers des personnes attitrées pour le faire. Je vous ai donné également un exemple. Lorsqu'il y a eu la guerre des Agnélés, n'est-ce pas, à l'Équateur, pour communiquer entre eux, ils commençaient à utiliser un petit bâton et ils s'appelaient. Et ils appelaient même l'ennemi. Et quand ils appellent, le petit bâton. Et tout de suite, on dit, mais comment il utilise le petit bâton pour communiquer? Et pourtant, tout a été considéré comme la sorcellerie. Personne ne se pose la question. Avec l'Android, on appelle aux États-Unis, ça n'est pas un problème. Donc, nous avons véritablement perdu notre esprit. Regardez, M. Kibambi, vous êtes au village. Il y a des maisons qui sont construites avec de la paille. Oui. Mais il y a des catégories de paille. Dis-moi, après des millénaires, comment ces gens ont su que lorsque je prends telle feuille, ça dure par rapport à telle autre? Mais il y a eu de la recherche à la base. Et de l'expérimentation. C'est cet esprit-là. C'est cet faut aller esprit-là. retrouver. Et bien voilà. Et donc c'est comme ça que les Chinois ont utilisé cette dynamique de restauration de la spiritualité authentique pour qu'ils puissent organiser tous les secteurs. Aujourd'hui, même dans les cas des infrastructures, ce n'est pas la technologie occidentale. C'est une technologie qui est née, comment les ancêtres faisaient, et puis les théoriciens prennent les choses, ils essayent de systématiser, de stabiliser véritablement l'approche. Et aujourd'hui, lorsqu'ils arrangent la route, ce n'est pas la technologie occidentale. Aujourd'hui, au regard de la restauration de la culture chinoise, ils ont inventé 650 technologies. Les Américains n'ont que 450. Même pour terminer la pauvreté, ils sont en train véritablement de travailler, etc. Donc, regardez un peu. Nous sommes ici en train de nous pleurnicher autour de la question d'Ebola. Et puis bon, nous avons des plantes qui ont des vertus. Et nous avons des pharmaciens, nous avons des médecins. Pour s'attaquer à cette maladie, en fait, dans les Chinois, en 1944, ils avaient eu des problèmes d'Ebola. Ils l'ont terminé, ont achevé simplement parce qu'ils ont interrogé leur environnement. Des spécialistes sont entrés dans leur superbe végétation et ils ont fini par vaincre Ebola. Mais nous, lorsque on est en face de la maladie, on essaie de débobiner les théories que nous avons apprises, qui rêvent de la culture occidentale. Lorsque ces théories sont terminées, qu'on n'a pas de solution, on recourt aux occidentaux. Personne ne peut se dire, au travers de notre forêt, au travers de notre... Mais parce que tout simplement, on nous a appris à mépriser notre culture, on a voulu faire table rase, et là, ils ont réussi. C'est pour cela qu'on alerte, je dis à nos téléspectateurs, que nous avons une tâche immense. Et j'ai juste un mot pour dire que M. Kibambi, j'étais content lorsque M. Mobimba parlait de la régulation d'une structure qui peut réguler. Je voudrais également ajouter pour dire qu'en attendant cette structure, encore qu'elle soit mijotée au niveau du ministère de la Culture, c'est un ministère le plus important. Quand vous regardez l'histoire française, on ne donne pas n'importe qui le ministère de la Culture. Il faut des hommes qui ont la puissance du savoir, qui peuvent faire une réconciliation avec la dimension ancestrale. Quel est cet écrivain qui était, que tout le monde connaît d'ailleurs, Malraux. Oui,
Malraux était la culture française. Bien entendu. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un ministère de la Culture, tout le monde dit, ah non, il faut un musicien pour devenir ministre de la Justice, de la Culture. Non, ce n'est pas. Le musicien, il chante. Ils peuvent nous restaurer véritablement les informations. Il ne faut pas non plus réduire le rôle du musicien, parce qu'il y a bien musicien, entendu, musicien. Non, il nous donne la possibilité, chacun joue sa partition, il nous donne la possibilité de savoir ce qui a été fait par nos ancêtres. Il est bavard, hein. Heureusement qu'il dit des choses sensées. Et donc, au lieu que ce soit quelqu'un qui vient simplement parce qu'il a la nature et la profession, il faut chercher un homme qui a une conviction et qui a une vision long-termiste. La perspective, c'est de dire comment construire la réconciliation pour qu'on soit ainsi. Alors, je vais vous poser une question précise. Là, maintenant, la démocratie, il faut la construire. Parce que, apparemment, même pas apparemment, visiblement, ça ne réussit pas. Oui, mais il faut nuancer. Ce n'est pas la démocratie qui ne nous réussit pas. C'est cette démocratie à l'européenne. Cette démocratie copiée à l'occidental. D'ailleurs, eux-mêmes se font avoir là-dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé dans une vraie démocratie. On ne peut pas confier le destin du monde, parce que le président des États-Unis a pratiquement le destin du monde entre ses mains, à des gens qui ne connaissent pas à peine leur pays, ne connaissent pas le reste. Ça veut dire que là, la démocratie a montré ses limites. Oui. Donc, il a eu glissement. Oui, ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie est un travail perfectible. Nous avons l'habitude de tout copier de façon servile, au lieu de nous interroger ce qui est fondamental en démocratie. Ce qui est fondamental à mesure en démocratie, c'est celui qui choisit, c'est-à-dire l'électeur. A-t-il réellement conscience des enjeux qu'il y a derrière son geste? À partir du moment où ce n'est pas le cas, alors il faut aller améliorer pour trouver effectivement une réponse appropriée à cela. Autrement dit, lorsque vous devez choisir un président de la République qui a le monde entier comme interlocuteur, il y a manifestement beaucoup de compatriotes qui ne peuvent pas donner leur avis sur ça. Mais par contre, lorsqu'il faudra choisir le chef du quartier ou de la commune, vous ne pouvez pas lui donner, vous ne pouvez pas acheter sa voix. Parce qu'il sait que pour diriger sa commune correctement, qui est l'homme ou la femme qui a le profil. Donc, à nous de repenser, selon notre génie propre, la démocratie qui va le mieux avec nos réalités. C'est tout ce qu'on nous demande. Parce que nous devons savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et donc nous devons organiser les citoyens comme on organise une armée en guerre. Nous devons gagner la bataille de l'appropriation de notre économie et donc il faut que tous les citoyens soient des vrais citoyens gendarmes. Oui, c'est, je crois, l'occasion de remercier le Premier ministre Matata Ponyo qui suivait cette émission religieusement et qui nous avait reçus pour nous féliciter. J'espère que d'autres nous suivent également. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce qu'au moins, vous avez une esquisse, vous avez quelque chose à proposer comme méthodologie à suivre, c'est-à-dire envoyer les étudiants qui terminent leur cycle de formation pour aller récolter les données, nous les ramener, et il y a une structure importante, celle de régulation, qui doit tamiser et nous donner la substantifique morale et jeter le reste au panier. Exact. Il faut cette autorité, ça, elle a traîné à venir depuis 80. Et cette autorité de régulation doit sortir, elle doit être indépendante d'autres structures, des ministères, de ceci. Non, c'est une autorité qui demeure en permanence. On peut la réorganiser, on peut lui insuffler un esprit nouveau comme on veut, mais elle doit être indépendante pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et on met là-dedans, non pas des cousins et des beaux-frères, mais des gens qui sont capables de donner quelque chose. Et d'abord qui aiment le pays. Et un tout petit mot que j'ai sur la démocratie. C'est sur cela qu'on terminera. Et là, c'est Maître Magala qui a dit que pas de démocratie en famille. L'Occident a mené la démocratie. Mais on a dit, mais en famille, elle ne se fait pas. Pourquoi ça? En fait, il y a eu deux systèmes.
Au niveau de l'État, pour choisir, c'est la démocratie. Vous avez une minute. Hein. Démocratie, mais au niveau de la famille, on suit les modèles de l'Église, parce que l'Église dit papa, maman, les enfants, c'est ça. C'est la théocratie et la démocratie. Et ça ne marche pas. Et non, c'est pourquoi ça. Il y a des étincelles. La famille est disloquée aujourd'hui en Occident. Elle n'est plus la famille. Quand toi, tu peux te marier avec Modeste. Hein, tu te rends compte, tu vois ça. Maintenant, chez nous, en Afrique ici, chez les Bantous, comment l'autorité s'organise comment? C'est à partir de chefs et de notables, ça passe par la famille et ça continue. Il n'y a pas deux systèmes qui s'entrechoquent. Oui, comme c'est le cas en Occident. C'est pourquoi je veux le dire. Et pour tout cela, il nous faut une autorité de régulation sur le plan culturel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous avez été satisfaits par d'abord les devoirs à domicile que nos amis ont fait avec brio. Chacun a 7,5 sur 10, c'est beaucoup. Merci, et merci pour votre apport à cette émission. Vous pensez qu'on puisse y revenir pour que le clou soit enfoncé ? Oui, parce qu'il s'agit des mots. Ouais. D'accord. Ou on travaillerait peut-être sur la proposition de Hachimba, ex-Cyril. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il n'aime plus que vous l'appeliez Cyril. Hein. Faites attention. Moi, j'ai essayé de l'appeler Cyril, il a failli me gifler. Enfin, voilà, cette émission est terminée. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons dans 15 jours pour vous permettre d'assimiler tranquillement, puisqu'il y a des téléspectateurs qui nous disent on a raté parce qu'on avait un problème de courant électrique. Il semble que bientôt ça va s'arranger. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, beaucoup de bonnes choses.